Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette deuxième heure, Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, journaliste, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Joachim Murat. Bonsoir. Bonsoir Vous Pierre de Villeneuve. êtes co-auteur avec Olivier Pastré de Napoléon III, l'Incompris. C'est publié chez Odile Jacob. Ça vient tout juste de sortir. C'est tout chaud, j'allais dire. Alors, il y a quelques semaines, ou il y a même quelques jours, il n'y a pas très longtemps, à cette place, il y avait Louis Sarkozy qui vient de sortir un livre sur l'empereur Napoléon Ier. Vous sortez un livre sur Napoléon III. C'est un peu la phase B, quoi. C'est pas le tube de l'été, mais c'est un peu la phase B qu'on aime bien aussi. Alors pourquoi Napoléon III ? Alors Napoléon III parce qu'on vit dans une époque où on aime réparer les injustices. Et s'il y a bien un personnage historique victime d'injustice, c'est bien Napoléon III. Donc l'idée parce qu'il est critiqué, galvaudé, il est surtout oublié, il est surtout invisibilisé. C'est un terme que on entend souvent. Ça, c'est quand même probablement un des plus grands souverains que la France ait connu, et j'inclus tous les souverains, y compris. Vous y allez fort, là. Un des plus grands souverains. Absolument. Plus que François Ier. Plus que François. Ah, autant. Enfin, au moins un des plus grands. Vous y allez fort. Presque aussi grand que son oncle. Parce que là, justement, c'est l'objectif de ce livre, c'est de rappeler un peu ce que la France doit à Napoléon III, la France moderne doit à Napoléon III, et d'en tirer peut-être quelques leçons pour nos contemporains et pour nos dirigeants. C'est ça, parce qu'en fait, le livre est plutôt bien fait. Vous faites dès l'introduction un parallèle avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, et à la fin, c'est un programme présidentiel, à partir de la page 184. Vous avez, pour ceux qui voudraient voter non pas Retailleau ou Édouard Philippe, mais Joachim Murat pour la future présidentielle, la relance économique, le pacte social, la cohésion nationale, la souveraineté, une Europe des nations, diplomatie, renaissance culturelle, linguistique, etc., etc. Donc vous faites une sorte de feuille de route en vous appuyant sur Napoléon III. Ce qui est assez amusant, c'est que vous dites que le président actuel a été largement inspiré par l'empereur. Alors, je ne sais pas s'il a été inspiré, mais en tous les cas, il y a des parallèles qui sont certains sur le ruissellement. Le ruissellement, le en même temps. Ruissellement, vous savez, c'est pas forcément une très grande qualité du président. Le premier de cordée. Alors, sauf que sous Napoléon. Le premier de cordée, d'accord, mais le en même temps, vous conviendrez que c'est qu'avec Napoléon III, ça a très bien marché. On rit beaucoup plus. C'est vrai, mais on rit aussi du ruissellement. Hein. Oui. On rit du ruissellement, on rit du en même temps, on rit du premier de cordée. Alors, avec Napoléon III, ça a marché de façon spectaculaire. Donc, on sent qu'il y a tout de même, je sais pas si c'est l'inspiration de Napoléon III, mais en tout cas, il y a les parallèles qui sont évidents. Il y a aussi la volonté de créer un parti sans créer un parti. Vous savez, la République en marche, une fois qu'il n'y aura plus Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça va devenir, le parti bonapartiste? Attendez, parce que le dernier qui a dit ça, en tout cas la dernière qui a dit ça, c'est Sophie Primas sur Europe 1. La dernière fois qu'elle a dit ça, elle s'en est pris plein la figure et plein les réseaux sociaux. Donc attention à ce que vous dites sur le macronisme. Vincent Roy, qui aime l'histoire et qui aime... On a écouté tout à l'heure, on en avait parlé ensemble, on a écouté récemment Bernard Arnault qui était aux prises avec Fabien Gay. Bernard Arnault, LVMH, Napoléon III, c'est le luxe, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, entre autres. Est-ce que c'est celui qui a favorisé le plus le luxe en France? Je pense à Guerlain, je pense à Louis Vuitton. Louis Vuitton, vous avez la durée, Guerlain, Louis Vuitton, vous avez la mode. Vous savez, il y a une très belle exposition en ce moment sur Vors qui a lancé la haute couture en France et dans le monde, et c'est sous Napoléon III. Alors, est-ce que Napoléon III est à l'origine des malles Louis Vuitton? Alors, c'est l'impératrice Eugénie qui est à l'origine des malles. Là, on est parti complètement ailleurs. On est dans les malles Louis Vuitton. Mais on est en plein dans l'histoire. Et on est en plein dans le en même temps, parce que vous avez un empereur qui s'occupe en même temps de malles Louis Vuitton et qui va s'occuper du droit de grève pour les ouvriers. C'est quand même formidable. Donc là, on est avec dans du effectivement l'eau impériale qui est créée pour son épouse. Oui, absolument. Bon. On fait pas de placement de produit. Jean-Michel. Moi, je trouve que c'est un peu audacieux de comparer Emmanuel Macron à Napoléon III, parce que Napoléon III va quand même rester comme l'un des plus grands modernisateurs de l'économie française. C'est grâce à Napoléon III qu'on a des chemins de fer, qu'on a des grandes banques comme la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, qu'on a le canal de Suez, qu'on a Haussmann à Paris, etc., etc. Comment vous expliquez que finalement ce bilan passe à ce point à la trappe, et que finalement Napoléon III n'appartient pas. Le bilan et l'acquis de Napoléon III finalement passe complètement à l'as. Comment vous expliquez ça? Alors mon explication, en fait, je m'inspire d'un des grands historiens de Napoléon III, qui est Xavier Mauduit. Je m'inspire un petit peu de ses idées. C'est-à-dire que la République, personne ne peut avoir peur de Napoléon Ier. Ça ne sert à rien, parce que Napoléon Ier, s'il revient, de toutes les façons,
S'il a envie de prendre le pouvoir, il le prendra. Il est absolument écrasant. En revanche, la République a très peur de Napoléon III. Parce que Napoléon III est arrivé au pouvoir par les voies naturelles. C'est le premier président de la République. Il est élu au suffrage universel. Il se rend compte que le régime républicain ne met pas à sa disposition la possibilité de faire les réformes qu'il veut faire. Et donc, il va brusquer le régime. Il va faire un coup d'État. Il y a une crise de régime qui est provoquée, mais en même temps, le régime d'avant ne marche pas non plus. Non, ça marche pas. Donc, en fait, il se rend compte que il est élu président de la République de façon interstellaire. Il prend 75% des suffrages avec près de 80% de participation. Alors lui, il fait des vrais référendums. Oui, c'est des vrais référendums. Oui, alors voilà, ça c'est un point. C'est un point. Là, ce qui se passe maintenant. C'est là où vous avez raison sur le fait que c'est assez audacieux de comparer Emmanuel Macron à Napoléon III. En fait, c'est une façon. Là, on compare également Charles de Gaulle à Napoléon III, et là effectivement les parallèles sont quand même beaucoup plus parlants. Mais notamment, il y a tout de même des manques dans l'approche, disons, bonapartisto-gaulienne d'Emmanuel Macron. C'est que vous ne justifiez un pouvoir fort, une autorité, un pouvoir aussi important pour un président de la Cinquième République que si vous le faites valider par le peuple directement, de façon régulière. Ce que Napoléon III appelait le plébiscite, ce que la Cinquième République appelle le référendum. Il n'y a plus de référendum depuis 20 ans. On va fêter la semaine prochaine les 20 ans du parjure démocratique du référendum de 2005. Donc voilà, ça soulève cette question-là aussi qui est intéressante. Pour compléter la question de Jean-Michel, comment est-ce que vous expliquez qu'un homme qui a fait effectivement tant de choses soit à la fin est obligé de s'exiler? Parce qu'il a perdu. Alors il perd une bataille qui est celle de Sedan. Alors à l'époque il est malade horriblement. Il a la maladie de la pierre. Vous savez, c'est des caillots dans la vessie qui sont énormes. C'est des douleurs syncopales. Il est sous morphine la moitié de la journée. Il a un gouvernement à ce moment-là qui est quand même pas absolument formidable. Il a une chambre des députés qui s'appelle le corps législatif à l'époque qui est libéral. Et qui va empêcher pendant 4 ans de moderniser l'armée. Lui, il voulait qu'on modernise l'armée. Il s'est rendu compte que l'armée prussienne devenait vraiment dangereuse après la victoire de Sadova de 1866 des Prussiens contre l'Autriche. Il dit là, si on se met face à la Prusse, on va perdre. Donc il faut la moderniser. Donc le maréchal Niel lance une tentative de modernisation et la Chambre, puisque Napoléon III n'est pas un dictateur, il y a une Chambre avec 283 députés élus eux aussi au suffrage universel, et la Chambre lui refuse catégoriquement la modernisation de l'armée. Ce qui va être une des grandes raisons de l'épouvantable défaite de Sedan. Napoléon III, en tant qu'empereur, il porte évidemment la responsabilité de la déclaration de la guerre, même si lui ne souhaite pas la guerre, Guillaume Ier ne souhaite pas la guerre non plus. Ce sont les deux gouvernements, c'est Bismarck d'un côté et le gouvernement de Napoléon III de l'autre, qui décident, qui sont des va-t-en-guerre terribles. On a beaucoup fait porter la responsabilité à l'impératrice Eugénie, c'est très injuste. L'impératrice Eugénie n'a jamais poussé à la guerre. De toute façon, il faut toujours des coupables partout. Et surtout si c'est une étrangère, ça vous rappelle l'Autrichienne en 1789. Ah oui. Donc là, c'est l'Espagnol, c'est formidable, c'est pas. Donc, mais donc il va perdre à Sedan, il va être capturé par les Prussiens, et là la République va s'instaurer par un coup d'État, elle aussi, en 1870. C'est un coup d'État institutionnel, mais c'est un coup d'État. Et immédiatement, comme elle n'est pas stable sur ses appuis, il y a encore beaucoup de bonapartistes, beaucoup de monarchistes, elle va entamer un gouvernement de défense nationale, va dire non, le Prussien ne passera pas, ce qui va amener l'invasion complète du territoire par les Prussiens, le siège de Paris, et finalement la perte de l'Alsace-Moselle, qu'on va reprocher à Napoléon III. C'est assez injuste également, puisque le traité de Francfort qui va nous faire perdre l'Alsace-Moselle est signé en mai 1871, et Napoléon III n'est plus aux commandes depuis le 2 septembre 1870. Donc ça fait déjà plus de 9 mois qu'il est plus là. C'est la République qui signe l'abandon de l'Alsace-Moselle. Vincent Roy. Est-ce que la désaffection pour Napoléon III n'est pas due à Haussmann? Est-ce que Napoléon III n'est pas considéré comme un président, un roi, très parisien pour le. Un empereur. C'est vous, Vincent Roy. Par les Français. Alors là, ça paraît peu probable, parce que ce que Napoléon III fait à Paris, il va le faire également à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Il va construire des tonnes de villes. C'est à Paris que ça. Alors c'est à Paris que c'est le plus impressionnant, et ça va servir de vitrine. Enfin, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est 60% de Paris, 600 km d'égouts qui vont être complètement modifiés en 18 ans. Rendez-vous compte qu'à Paris, nous, on n'a toujours pas fini la ligne 4 après 25 ans de travaux quand même. Donc on a peut-être quelques petites leçons à prendre de tout ça. Et il va faire de Paris une ville absolument moderne, mais il n'est pas parisianiste, Napoléon III. C'est celui qui va faire le plus de tournées en province. Il va passer 5 mois en Algérie. C'est le chef d'État qui va le plus s'intéresser aux problèmes algériens. Ça aussi, c'est une leçon à tirer de Napoléon III. C'est lui qui va avoir l'approche la plus équilibrée sur l'Algérie. Et à nouveau, la Chambre des députés va l'empêcher d'appliquer ses réformes. Jean-Michel Salvatore. Sur le plan politique, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Napoléon III,
d'un point de vue démocratique, et puis même aussi sur les retraites, sur le droit de grève. Bon, le droit de grève n'existait pas à son époque, mais il y a déjà des embryons de ces réformes-là. Absolument, oui. Alors, il a déjà en tête des idées de réforme très claires. Il les a exprimées dans son livre de l'extinction du paupérisme qu'il écrit en 1844, avant d'arriver au pouvoir comme président de la République. Il se rend compte qu'il peut pas les mettre en place, et ces réformes en fait se constituent de deux grands volets. Un, rétablir l'ordre. Ça va nous parler à tous. Il faut rétablir l'ordre sur tout le territoire national, y compris dans ce qu'on appelait à l'époque les colonies. Donc notamment à l'époque, l'Algérie n'est toujours pas pacifiée. Donc ça, c'est quand même un héritage de Charles X et Louis-Philippe qui est absolument terrifiant, dont on n'arrive pas à solutionner le problème. C'est Napoléon III qui va réussir une pacification. Il va vouloir ensuite lui donner une autonomie, ce que ne voudront pas les Chambres parce qu'ils ont des intérêts financiers là-dedans. Mais le 1, rétablir l'ordre, parce que sans ordre, la prospérité n'est pas possible. 2, la prospérité économique qui doit profiter à tous. L'obsession de Napoléon III se résume en une phrase: la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. C'est très simple, c'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des très riches, mais il faut pas que ça s'accompagne de très pauvres. Un riche c'est fait pour être très riche, un pauvre c'est fait pour être très pauvre, pas pour Napoléon III. Voilà. Donc c'était un Américain avant l'heure. C'est un peu une pensée américaine. Et d'ailleurs, je cite souvent dans les émissions cette phrase ingénieuse de Romain Gary dans Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il décrit une scène automobile où il y a un type qui roule en voiture et il s'arrête au feu rouge et il voit arriver une Cadillac, donc ça se passe aux États-Unis à côté de lui. Il dit moi aussi un jour j'aurai une Cadillac. Ouais. Et puis il se passe exactement la même scène en France. Et puis il y a une Rolls qui arrive à côté d'une 2 chevaux et celui en 2 chevaux dit quel connard celui-là, il peut pas rouler en 2 chevaux comme tout le monde. C'est-à-dire que il y a comment dirais-je, une sorte de sectarisme sur la richesse qui est encore très très vrai aujourd'hui, qui n'existe pas aux États-Unis, et c'est pour ça que je me permettais de dire qu'avec cette interdiction de la paupérisation, peut-être que Napoléon III avait un côté américain, un peu comme Vincent Roy. Non, je veux pas de côté américain du tout. Non, ça je vous rassure. Non, vous voulez absolument me mettre dans une case. Je m'y refuse totalement. Je suis extrêmement français. Pour en revenir une seconde à Napoléon III, dans la comparaison que vous faites avec Emmanuel Macron, c'est une comparaison sur le bilan, parce qu'il en restera une image. Non, c'est pas une comparaison sur le bilan. Non, parce que si on compare le bilan, alors là, c'est pas du tout comparable. Non, ça c'est impossible. Non, parce que d'un côté, vous avez un empereur qui va doubler le PIB national, tripler les exportations, qui va faire entrer la France dans la modernité en passant de 3000 à 23 000 kilomètres de chemin de fer. Il va mettre en place des partenariats publics-privés. Il va amener tous les oligarques de l'époque, les Rothschild, les Laffitte, les Pereire, à investir dans les biens d'intérêt généraux, et il va forcer, par exemple, il va monter la compétition. C'est un libéral qui n'est pas un ultra-libéral néolibéral, mais c'est un libéral. Il va signer des accords de libre-échange, mais il va toujours associer ça à une surveillance de l'État. C'est-à-dire que l'État doit vérifier que les externalités négatives des initiatives privées n'aspergent pas la totalité des citoyens. C'est ce qu'il a vu en Angleterre. Il a vu en Angleterre que la révolution industrielle, c'est affreux, c'est Hollywood Twist, c'est le travail des enfants, c'est toutes ces choses-là. Lui, il veut mettre un terme à tout ça, et l'objectif n'est pas de ruiner les riches au profit du pauvre, mais de fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. C'est ça l'objectif de Napoléon III. Donc il va créer tous les instruments financiers qui permettent de faire ça. C'est le plus grand économiste de son époque, sans aucun doute. Il a créé toutes les banques, le CIC, la Société Générale, l'ancêtre de la BNP Paribas, la Société Marseillaise de Crédit. Enfin, tout date de Napoléon III, le crédit immobilier, tout ça. Il va inventer le chèque, il va inventer la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Enfin, c'est fou. Le fait que ce soit une affaire familiale, Joachim Murat, c'est plus facile ou moins facile de défendre l'honneur de celui qui est votre grand-oncle, si je comprends bien. C'est ça, oui. Écoutez, non, pour moi, c'est plus une question de devoir personnel. C'est surtout ça. C'est donc d'autant plus facile. C'est-à-dire que et alors, contrairement à Louis Sarkozy, qui l'a dit lui-même, j'ai écrit un 350 millième livre sur Napoléon Ier. Vous auriez pu le faire aussi. Oui, alors d'ailleurs, le bouquin de Sarkozy, le livre de Louis Sarkozy est très intéressant parce que c'est un livre qui s'attache à la littérature et Napoléon Ier. Donc ce n'est pas une biographie de Napoléon Ier, Non, mais il y a quand même pas mal de passages, et notamment, et c'est là que c'est intéressant, où on se remémore que pendant la campagne d'Égypte, il était fasciné par l'islam, et aujourd'hui c'est un sujet qui est cruellement d'actualité. Alors oui, absolument. D'ailleurs, Napoléon III lui-même a pris le sujet musulman. Vous voyez, vous ramenez toujours à Napoléon III. C'est formidable, c'est un peu le thème de mon livre. Oui, non, mais je sais bien.
Malheureusement, le temps nous manque, mon cher Joachim Murat. Napoléon III, l'incompris, coécrit avec Olivier Pastres, c'est édition Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être passé par Europe 1. Europe 1, radio officielle de Roland Garros, la seule radio à vous offrir la finale dames et la finale messieurs. Vous jouez maintenant pour tenter de gagner vos places pour deux pour la finale dames. Vous envoyez dames par SMS 739 21. Pour la finale messieurs, vous envoyez messieurs au pluriel 739 21. Dames ou messieurs 739 21, 3 fois 75 centimes plus le coût d'un SMS. Bonne chance à tous.